Donc, je dirais dans un souci où on essaierait de comprendre un monde qui échapperait à nos sens, c'est pour ça qu'on est plus dans le domaine théologique, on peut se poser la question, comme il y aurait des apparitions mariales, on peut se poser la question de savoir si nous ne serions pas aussi dans un domaine, je dirais, d'apparition, dans un domaine, entre guillemets, ésotérique. Sur les crop circles, par exemple, juste pour bien argumenter les agroglyphes, cette question-là, pour les agroglyphes. Les agroglyphes, bon, il y aurait des vrais agroglyphes qu'on l'on reconnaît selon certains caractères, où par exemple vous avez un dépôt ferrugineux dessus, un dépôt ferrugineux qu'on obtient avec une chauffe supérieure à 700 degrés, et on remarque que la feuille est tout à fait intacte, que la feuille qui est pliée au premier nœud n'est absolument pas, la tige pardon, qui est pliée au premier nœud n'est absolument pas cassée. Donc ça trouble l'observation. Perturbations magnétiques aussi, il me semble. Oui, les cartes de crédit, les appareils de photo qui sont en dysfonctionnement, qui sont démagnétisés ou autres. Donc ça, c'est ça reste tout de même mystérieux pour une minorité de ces fameux agroglyphes. Tout à fait, c'est très mystérieux. Mais là où c'est encore plus mystérieux, c'est que ces agroglyphes, on en trouve aussi la trace au Moyen-Âge. Donc, si on peut parler d'armements secrets, ou se poser la question des armements secrets à l'heure actuelle sur les agroglyphes, où on se rend compte, je le répète, que les Rockefeller, par des satellites, sont vraiment intéressés par ça, on se rend compte que ces agroglyphes aussi appartiennent au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, les populations parlent du démon, donc il serait intervenu. Ce n'est pas un argument, mais ça peut être une source de réflexion. Bien sûr. Et quand on fait intervenir, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur l'identification des noms des extraterrestres, où l'on se rend compte tout à fait par hasard que ce sont des noms de démons, notamment de la civilisation de Sumer, lorsqu'on a une notion où on peut penser que le monde qui nous entoure ne se limite pas à nos sens, mais il peut y avoir un monde que l'on ne voit pas, et un monde qui fait davantage appel à des notions de théologie, on peut se poser la question de savoir si ces apparitions ne sont pas aussi suscitées par le monde de l'invisible, par ces fameux EBE dont parle le général Letty, c'est-à-dire des entités interdimensionnelles. En tout cas, pour certaines d'entre elles. Oui, c'est une hypothèse que tu soulèves et que tu étayes judicieusement dans ce livre. Ce qui est bizarre aussi, les gens qui sont passionnés par l'ufologie, qui font revenir les extraterrestres à des milliers et des milliers d'années-lumière, on se rend compte que ces gens qui sont des obsédés des extraterrestres, qui sont prêts à tout croire et l'inverse de tout, ne parlent jamais, quand il s'agit de l'univers, du cosmos, des anges ou des démons. Quand il s'agit de parler des extraterrestres, les anges et les démons sont mis à l'écart, comme s'il fallait à tout prix que on évite le terrain théologique pour nous amener ailleurs. Et parfois il se base sur la Bible, excuse-moi de t'interrompre. Oui, mais pour la déformer. Ce fameux épisode là des fils du ciel qui se seraient unis aux filles des hommes dans la Genèse. Qu'est-ce que tu en penses Genèse 6.4. Concernant effectivement ce fameux passage dont tu parles sur l'origine des géants, avec les fils des hommes et les filles de Dieu. Non, l'inverse. Les fils de Dieu et les filles des hommes. Pardon, excuse-moi. Les fils de Dieu et les filles des hommes. Les courants ésotériques effectivement parlent d'anges déchus, donc sous le terme des fils de Dieu ou d'extraterrestres pour les modernes. Mais Saint Irénée et d'autres docteurs de l'Église catholique disent très clairement que un démon, enfin, d'une part, est une entité qui n'est pas incarnée, et que
le démon ne peut pas s'incarner. Ne peut pas s'incarner. Il peut avoir l'apparence de l'homme, mais il ne peut pas avoir la nature de l'homme parce qu'il n'est pas créateur. Le mythe c'est des succubes et des incubes aussi. Tout à fait. Qu'on retrouve un peu partout et depuis toujours. Et c'est là aussi où on retombe encore sur ces fameux extraterrestres aussi, à propos des sylphes, qui font partie chez les kabbalistes des esprits élémentaires. Et les sylphes en fait sont des oiseaux-mouches d'une nature intermédiaire entre les hommes et les anges. Et on retrouve ça dans cette notion des fils de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, ils auraient pu procréer avec des filles des hommes, oui, parce qu'ils les trouvaient fort belles, c'est ce qui est mentionné dans Genèse 6.4, parce qu'en fait, ils avaient une nature intermédiaire. On est dans des interprétations qui appartiennent à la Kabbale, qui sont des interprétations qui ne sont pas du domaine de la religion catholique, mais ce sont des spéculations qui servent davantage à égarer l'esprit sur d'autres voies, et les extraterrestres justement tombent à point nommé. C'est ce que je disais, des anciennes idées avec des habits neufs. Très bien. Alors, est-ce que tu peux donner à nos auditeurs l'interprétation catholique de ce passage un peu étrange de la Genèse ? Tout simplement, les fils de Dieu, c'est entre Caïn et Abel. Donc il y a la branche maudite qui est celle des filles des hommes, et la branche de Dieu qui est celle de Dieu, celle d'Abel. Donc ça désignerait les deux descendances. Voilà. Et la Bible n'écrit pas, ne dit pas que ces deux lignées ne pouvaient pas auparavant se rencontrer, mais dès lors qu'elles se sont rencontrées, les géants apparaissent. C'est très difficile d'expliquer le gigantisme, etc. Ça nous éloignerait sur une chose. Ça fait l'objet d'un autre livre, Le mystère de la race des géants, sur lequel on pourra peut-être faire une émission, un de ces quatre, si ça intéresse les auditeurs. Mais je fais une parenthèse quand même pour aiguiser l'appétit de nos auditeurs. Le gigantisme, pour lequel les scientifiques sont d'accord pour reconnaître effectivement son existence pour chaque espèce. Par exemple, les scientifiques disent, voilà, à l'époque de la préhistoire dont je ne crois pas un seul instant, disent, voilà, il y avait même des libellules géantes, il y avait même des gorilles géants, le Gigantopithecus, il y avait même des arbres géants, tout était géant. Mais celui qui passe à la trappe, c'est l'homme. Alors qu'on en parle à 17 reprises dans la Bible, notamment avec Goliath, son frère Lamir, ou même le géant Og. Il y a 17 mentions dans la Bible de géants, et malgré ça, malgré ce que l'on peut observer sur certains sites, les géants, ce gigantisme que l'on reconnaît pour toutes les espèces, on ne le reconnaît pas pour l'homme. Et tout l'intérêt, c'est de savoir si les géants hommes ont existé, est-ce qu'ils ont vécu à une époque où tout était gigantesque. Et est-ce que, si cette question, si on devait apporter une réponse par l'affirmative à cette question, c'est-à-dire oui, il y avait des hommes géants, oui, ils auraient certainement côtoyé d'autres formes de gigantisme, donc on peut réellement se poser la question, qu'est-ce qu'a vu Job dans Job, donc 40-10, est-ce que les dinosaures ont réellement disparu il y a 60 ou 70 millions d'années? Voilà tout ce questionnement que l'on peut, fort logique, très, que l'on peut apporter. Qu'il faudra qu'on aborde un de ces jours dans cette émission. Bon, alors pour conclure sur cet excellent ouvrage, on peut dire qu'il y a un enchevêtrement assez complexe en ce qui concerne les extraterrestres et les ovnis, entre un apport ésotérique, occultiste, voire même religieux, comme tu l'as souligné tout à l'heure, un apport scientifique et en particulier militaire, une connexion entre tout cela, une connexion aussi avec des recherches sur la manipulation mentale, via l'hypnose ou autre.
Et enfin, évidemment, une part de supercherie et de plaisanterie, quoi. Donc c'est ce que tu te proposes de démêler un petit peu dans cet ouvrage, encore une fois très bien documenté. Oui, tout simplement parce que j'ai voulu porter un éclaircissement sur tous les mensonges qui font le fond de commerce de l'ufologie et qui servent à égarer l'homme d'interprétations qui sont beaucoup plus cohérentes. J'ai voulu donc à travers ce livre, on n'a pas livré la conclusion effectivement dans notre émission. On va peut-être pas tout dévoiler du livre, mais l'auditeur qui serait intéressé de poursuivre d'une manière plus personnelle cette réflexion sur l'ufologie ne doit pas se cantonner effectivement au ridicule des théories qui sont rapportées, mais aller bien au-delà, et on retombe comme par hasard, mais il ne s'agit que d'un hasard bien sûr, sur les financements des grands de ce monde. Hasard, oui, naturellement. Bon, je donne le sommaire du livre pour donner un peu l'eau à la bouche à nos auditeurs. Premier chapitre, la vie extraterrestre est-elle possible? Un chapitre assez copieux et très intéressant. Ensuite, l'ufologie au scanner. Donc les extraterrestres, l'oiseau de Nazca, les agroglyphes, même le triangle des Bermudes, tout y passe. Puis le mystère des abductions, donc des supposés enlèvements par les extraterrestres. L'ufologie vers une dérive sectaire, où là tu évoques un peu tous les liens entre l'occultisme, les différentes sectes et l'ufologie. Puis les entités extraterrestres, des dieux païens aux religions monothéistes, là aussi très intéressant. Et enfin, l'ufologie et les secrets de la recherche technologique, dernier chapitre dans lequel tu retraces l'histoire des soucoupes volantes du point de vue de la recherche scientifique et des projets d'armement secret. Là aussi tu parles un petit peu des Rockefeller. Voilà, la conclusion, je la laisserai découvrir par nos auditeurs eux-mêmes. Ils peuvent se procurer le livre sur le site librairiefrançaise.fr, librairiefrançaise en un seul mot.fr, qui est un site tout à fait sérieux et très fiable, ou directement auprès de l'auteur. Peux-tu nous donner l'adresse ? Donc c'est Laurent Glosy, GLAUZY, BP25, donc Laurent Glosy, 91 151, Étampes, CEDEX. Et le prix du livre, c'est 20 €, franco de port aussi. Donc, mais c'est très honnête en tout cas. Un prix très honnête. Laurent, merci beaucoup. Je t'en prie, je salue et je souhaite beaucoup de courage donc aux éditeurs qui seraient intéressés maintenant sur le domaine des extraterrestres. J'ai rencontré, je fais une parenthèse, une personne à la 3e conférence nationaliste à Villepreux. Oui, le congrès nationaliste. Le congrès nationaliste qui me disait, justement, j'en étais très content. J'ai lu votre livre et maintenant j'ai trouvé une autre interprétation que celle des extraterrestres et j'y vois beaucoup plus clair sur ce sujet-là. Voilà, bien, faites comme ce monsieur. Laurent, merci et puis à très bientôt. Merci à toi Thibaut, au revoir, merci.